Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bienvenue à Indépendance financière et hypothèque. On va parler aujourd'hui d'un concept clé pour l'accumulation de votre patrimoine. Plus spécifiquement, je veux parler de la théorie moderne du portefeuille. Puis je veux parler un peu aussi par la bande du profil d'investisseur. Lorsqu'on chemine vers l'indépendance financière, on accumule un patrimoine. Si on suit le plan en 5 étapes, on veut partir de zéro. Quand on commence, on n'a pas beaucoup d'argent, on va apprendre des choses à l'école, on va commencer à travailler, peut-être qu'on va vouloir s'acheter une maison, puis accumuler un patrimoine dans le but éventuellement de bien vivre, puis d'accumuler un capital qui va peut-être nous permettre d'avoir plus de liberté dans le futur. C'est la base du podcast Indépendance financière et hypothèque. J'explique un peu mon parcours, mon expérience, puis je propose une formule qui est le plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, puis atteindre l'indépendance financière. Je pense que la paix financière est super importante là-dedans. Puis quand on va parler de la théorie moderne du portefeuille aujourd'hui, un concept clé selon moi que j'ai utilisé au fur et à mesure que j'ai cheminé moi-même vers l'indépendance financière. Lorsqu'on va regarder cette théorie-là du portefeuille, on va parler de rendement, on va parler aussi de sécurité. On va faire en sorte que lorsqu'on va placer l'argent qu'on accumule, on va faire en sorte qu'on ne reviendra pas en arrière. On veut s'assurer qu'on va avoir un bon rendement, mais on veut aussi s'assurer qu'on ne prendra pas trop de risques. La théorie moderne du portefeuille nous aide dans cette optique-là. À accumuler un patrimoine, partir de zéro et puis se rendre à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en valeur nette pour atteindre nos objectifs financiers, notre indépendance financière. Donc là, je vais commencer par parler de la théorie moderne du portefeuille. Ça va nous aider à devenir un meilleur gestionnaire de nos actifs. Ça va nous préparer. Peut-être une bonne idée d'avoir ce concept-là en tête lorsqu'on va justement accumuler notre patrimoine. C'est des bonnes informations à avoir. On va expliquer donc cette théorie-là. Ensuite, je vais parler de la gestion de vos placements par rapport à ce qu'on va apprendre avec cette théorie-là, la théorie moderne du portefeuille. On va regarder la gestion de nos placements, comment on va aborder ça. Ensuite, on va faire le lien avec votre profil d'investisseur. Ça, c'est important. On entend souvent parler de ça, le profil d'investisseur, quand on va parler à un conseiller pour nos placements, quand on va parler à quelqu'un qui va nous aider à placer notre argent sur les marchés financiers. On va parler tout de suite de profil d'investisseur, puis on va voir c'est quoi. Il y a un gros lien entre la théorie moderne du portefeuille puis le profil d'investisseur. On va regarder ça. Je vais parler aussi d'un lien sur le site de l'AMF qui permet de calculer, de voir notre profil d'investisseur selon une série de questions. Ce que les conseillers financiers, normalement, vont nous faire passer comme questionnaire pour bien comprendre nos besoins, pour bien comprendre notre profil d'investisseur. On peut aller nous-mêmes, aller sur le site de l'AMF. Je l'ai à l'écran en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. L'analyse des résultats, je l'ai faite moi-même là, hier. Moi, ça s'est classé dans croissance. Là, on a très prudent, revenu prudent, équilibré, croissance dynamique. Bon, il y a plein d'informations là-dedans si ça vous intéresse d'aller voir ça. Je vais aussi parler de la performance de mes placements pour faire le lien avec le fait que moi, oui, j'ai toujours eu ça en tête, la théorie moderne du portefeuille, la location d'actifs. Puis, comment que ça m'a mis en confiance pour devenir investisseur autonome. Je vais parler aussi là, d'investisseur autonome versus aller avec un conseiller financier pour gérer nos placements. On va regarder tout ça. C'est toutes des bonnes options, mais il y a des différences. C'est pas pour tout le monde. D'avoir l'information, justement, va nous aider. Donc, je vais montrer la performance de mes placements, s'il y en a qui sont curieux vers la fin. Puis, voilà. Je commence le contenu. La théorie moderne du portefeuille, c'est quoi? Ça date pas d'hier. Ça a été développé par Harry Markowitz dans les années 1950. Elle constitue une approche fondamentale pour optimiser les investissements en fonction des rendements et des risques. Voici les principaux concepts de la théorie. Objectif de la théorie, c'est l'optimisation du rapport risque-rendement. L'objectif principal, c'est de maximiser le rendement attendu pour un niveau de risque donné
À l'inverse, de minimiser le risque pour un rendement attendu donné. Bon, pour ceux qui ont écouté le podcast sur les 6 phases de l'investissement performant, c'était il y a 2 épisodes. Ça revient toujours, ça, cette fameuse optimisation-là. On veut avoir le plus grand rendement, mais on veut diminuer les risques. Okay? La théorie du portefeuille moderne, qui n'est pas si moderne parce que ça date des années 50, mais je pense que c'est toujours valide de regarder notre allocation d'actifs, notre diversification de nos actifs avec cette théorie-là. C'est toujours pertinent, même si ça date d'il y a longtemps, mais en fait, tous les profils d'investisseurs on va le voir, sont basés sur cette théorie-là. Donc, c'est important de, je pense, le comprendre quand on chemine vers l'indépendance financière. OK, donc l'objectif de la théorie, c'est de diversifier les investissements, permettre de réduire le risque global d'un portefeuille sans nécessairement sacrifier le rendement. Puis là, j'irais en disant que oui, un portefeuille d'investissement, on va parler plus de ça ici, mais on peut aussi le voir par rapport à notre valeur nette. Notre valeur nette, c'est quand même une série de choses qui ont de la valeur. Principalement là-dedans, ça peut être notre entreprise qui a une valeur, ça peut être notre résidence principale, puis après ça, j'irais avec nos placements. Je vois ça un petit peu en 3 volets, là. Dans les types d'actifs, surtout les types d'actifs qui vont faire en sorte qu'on va faire grossir notre patrimoine. On va parler, pour moi, de ces 3 catégories-là. Notre résidence principale, nos entreprises. Ça peut être aussi faire de l'immobilier, parce que quand on va devenir investisseur immobilier, c'est l'équivalent d'avoir une entreprise qui a une valeur. Donc ça, je rentre ça. Faire de l'immobilier, pour moi, c'est un projet entrepreneurial, c'est de l'entreprise. On va développer une expertise. Donc, le volet entreprise, ça peut être une partie de notre diversification d'actifs. Notre résidence principale, pour moi, c'en est une. Souvent, ça en est un gros morceau pour beaucoup de gens qui ont accumulé 1 million, 2 millions, 3 millions de valeur nette. Souvent, on va avoir une partie de notre valeur nette qui est notre résidence principale. Ça, je reviendrai dans d'autres épisodes, mais j'ai aussi, pour moi, un questionnement par rapport à qu'est-ce qu'on devrait allouer à notre résidence principale dans notre valeur nette. C'est-tu 50%? C'est-tu 10%? C'est-tu 33%? C'est-tu 100%? Dans certains cas, ça peut arriver. Donc ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Pour l'instant, je reviens au concept, donc la théorie moderne du portefeuille. Donc ça, c'était pour dire, quand on va regarder la théorie moderne du portefeuille, c'est plutôt pour nos placements. Mais pour moi, nos placements, ça fait partie, si on recule d'un pas, on peut aussi voir ça comme une partie de notre valeur nette. Donc on a nos placements, on a notre résidence principale, puis on a nos entreprises qui ont une valeur, puis tout ça va nous aider à cheminer vers l'indépendance financière. Beaucoup de gens qui se limitent à avoir des placements, qui se limitent à une seule des 3, avoir des placements pour calculer dans sa valeur nette. Il y en a qui se limitent qu'à avoir sa résidence principale. Tout ce qu'ils ont à part de ça, c'est les fonds de pension gouvernementales ou de l'entreprise, puis ils n'ont pas beaucoup d'actifs en dehors de ça. Il y en a qui vont se concentrer aussi juste sur l'entreprise, juste sur l'immobilier. Donc, il faut le voir un peu de cette façon-là aussi. Mais la théorie moderne du portefeuille peut s'appliquer aussi à cette plus grande diversification-là. Là, je continue avec les concepts de la théorie. OK, c'est premièrement, on va regarder le rendement attendu. Le rendement attendu, c'est la moyenne des rendements probables d'un portefeuille pondéré par des proportions investies dans chaque actif. Puis là, on revient, on va parler plus de placement pour l'instant, mais gardant en tête que ça s'applique aussi globalement à nos catégories plus larges, là, soit placement, résidence principale, entreprise. OK, mais là, on va revenir vers les placements. Ensuite, concept clé. Le deuxième, c'est le risque. Le risque est mesuré par la variance ou l'écart type des rendements d'un portefeuille. Plus ces valeurs sont élevées, plus le portefeuille est volatile. Ça, c'est une caractéristique clé. Est-ce qu'on est capable de bien dormir la nuit? Puis là, on ramène ça au concept de paix financière. Est-ce qu'on est capable de voir notre valeur nette fluctuer de 10%, 20%? Ça peut être des gros montants là, quand on va être rendu à 1 million de valeur nette, par exemple, 20%, ça représente 200 000 $. Est-ce qu'on est prêt à voir notre portefeuille fluctuer ou notre valeur nette fluctuer de 200 000 $ quand notre valeur nette, c'est 1 million? C'est beaucoup. Donc, il faut voir dans quoi on a placé nos actifs. Diversification, investir dans plusieurs actifs réduit le risque spécifique lié à un actif particulier, laissant uniquement le risque systématique liées à des facteurs globaux comme l'économie. Si on diversifie, évidemment, on va avoir moins d'écart, de volatilité dans la valeur de nos actifs. Ensuite, dernier concept clé par rapport à la théorie moderne du portefeuille, c'est la covariance et la corrélation. La covariance mesure comment 2 actifs évoluent ensemble si leurs rendements sont faiblement corrélés ou négativement corrélés.
Si tous nos actifs sont corrélés ensemble, puis qu'il y a un événement qui font ensemble que tout perd de la valeur en même temps, c'est pas idéal. On veut qu'il y ait une corrélation faible entre la diversification dans nos actifs pour faire en sorte que possiblement si un de nos actifs perd en valeur, le reste stable ou peut-être même va augmenter à ce moment-là. Puis là, notre risque est grandement diminué et puis notre rendement aussi attendu est amélioré dans ces cas-là. Puis ça peut même faire à ce moment-là des opportunités de rebalancer son portefeuille si on avait établi d'avance des pourcentages, par exemple, à différentes catégories d'actifs. La frontière efficiente. Bon là, on va parler de ça, c'est un peu plus technique. OK, la frontière efficiente, c'est un ensemble de portefeuilles qui offre un meilleur rendement pour un niveau de risque donné. Les portefeuilles situés sur cette frontière sont optimaux. OK, là, on peut regarder, il y a beaucoup de portefeuilles qui ont été essayés. On va essayer de trouver la proportion idéale qui va faire en sorte qu'on va avoir le meilleur rendement pour le plus faible risque donné. Là, on parle aussi, donc, portefeuille sans risque et capital market line. La théorie intègre souvent un actif sans risque, comme des obligations d'État, et montre que la combinaison optimale entre cet actif et un portefeuille d'actifs risqués se trouve sur la ligne appelée capital market line. Bon, pas si important là, de connaître ces détails-là. On parle aussi de ratio de Sharpe. OK, puis je passe là, rapidement là-dessus. 6, les limites de la théorie. OK, y en a qui disent que c'est une hypothèse simplificatrice que le MPT, Modern Portfolio Theory, suppose que les marchés sont efficaces alors que les investisseurs sont rationnels et les rendements suivant une distribution normale, ce qui est souvent critiqué. Donc, il faut voir aussi les limitations de cette théorie-là. Mais je pense que tout le marché de l'investissement, des placements est quand même basé un peu sur cette théorie-là. Donc, oui, ça a ses limitations, mais reste que ça a une application pratique vraiment en vigueur, surtout quand on va regarder le profil d'investisseur. OK, les applications, c'est justement la gestion d'actifs utilisée pour constituer un fonds diversifié. Analyse de risque, on va analyser le niveau de risque grâce à cette théorie-là. Les décisions stratégiques, on va prendre des décisions d'allocation adaptées aux objectifs d'investissement. OK, là, on arrive direct là, au profil d'investisseur. Le Modern Portfolio Theory, c'est une base fondamentale de la finance moderne, offrant des outils pour analyser et optimiser les portefeuilles, mais elle nécessite des ajustements pour refléter les réalités des marchés actuels. Il y en a qui disent, ça c'est plus vraiment vrai qu'on doit mettre des obligations dans notre portefeuille. Maintenant en 2024, ça devrait tout le temps être 100% actions parce que aussitôt qu'on met des obligations, ça fait descendre notre rendement à long terme. J'ai des doutes. Parce que si on regarde une fenêtre de temps plus courte possible, que ça soit plus performant d'avoir eu un portefeuille 100% actions. Mais reste que sur le long terme, je pense qu'on doit toujours regarder notre allocation d'actifs basée sur cette théorie-là. OK, puis là, on va aller tout de suite dans les types de portefeuilles. Donc, les allocations d'actifs qui sont basées sur la théorie moderne du portefeuille sont construites pour maximiser le rendement attendu pour un certain niveau de risque ou minimiser le risque pour un rendement attendu. Les allocations d'actifs les plus courants reflètent différents profils d'investisseurs et horizons temporels. Voici un aperçu des stratégies d'allocation d'actifs basées sur la théorie qu'on vient de voir. Là, on est dans les exemples d'allocation d'actifs. L'allocation traditionnelle, on a 60% dans les actions, 40% dans les obligations. En gros, là, il y a deux grandes catégories d'endroits où est-ce qu'on peut placer notre argent. Les actions, c'est qu'on est propriétaire d'une entreprise, en partie, évidemment, parce qu'on achète seulement une part d'une entreprise. On est propriétaire. Okay? Tandis que les obligations, c'est de la dette. Donc ça, c'est... on n'est pas propriétaire de quelque chose, c'est simplement on prête de l'argent. Quand on achète une obligation, c'est qu'on prête de l'argent à peut-être la même entreprise où est-ce qu'on est propriétaire, qu'on peut acheter sur les marchés publics. Les obligations, c'est de la dette. C'est nous qui prêtons. La distinction entre les deux, si on est propriétaire d'une entreprise, on va profiter des bénéfices de la croissance de cette entreprise-là. On est plus à risque. Et si on n'a que de la dette, si plutôt que d'investir via de l'action, on investit via des obligations de la même entreprise, c'est que là, cette entreprise-là nous emprunte de l'argent à nous et nous doit un intérêt. Donc, la performance de notre investissement à ce moment-là est limitée par le taux d'intérêt de la dette. Mais là, chose très, très, très importante à savoir, c'est que les créanciers de dette sont toujours remboursés en cas de difficulté, là, en cas de faillite d'une entreprise, là, ceux qui sont remboursés en premier, c'est ceux qui ont la dette.
que lorsqu'on est propriétaire, si une fois que toutes les dettes sont remboursées, toutes les obligations, s'il reste de l'argent, mettons une compagnie fait faillite, ceux qui ont la dette, les obligations vont être remboursés en premier, puis ceux qui ont des actions, ça peut tomber à zéro. Donc c'est pour ça qu'on dit que les obligations, c'est beaucoup plus sécuritaire que des actions. Parce que les obligations, en cas de difficulté financière d'une entreprise ou d'un gouvernement ou d'un acteur financier, donc une personne, les dettes sont remboursées en premier. S'il reste de l'argent, ce sont les actionnaires qui vont pouvoir récupérer la valeur des actions. Mais souvent, en cas de difficulté financière, ceux qui ont acheté des actions peuvent se retrouver avec zéro. Tandis que la dette, oui, on peut perdre aussi. C'est possible que si la compagnie fait faillite, qu'on puisse récupérer seulement une partie du montant qu'on a investi dans une obligation, mais au moins, on sait qu'on est remboursé en premier versus les propriétaires de l'entreprise. Donc ça, c'est la grosse distinction. On va souvent regarder une allocation d'actifs en actions versus obligations. Est-ce que c'est de la dette qu'on détient ou est-ce qu'on est propriétaire de cette entreprise-là? OK? Ou gouvernement, même chose. On ne peut pas être propriétaire du gouvernement, mais on peut acheter de la dette du gouvernement. Ça, c'est encore plus sécuritaire. Après ça, on peut acheter de la dette d'une entreprise. On peut avoir de la dette autre d'un particulier, par exemple. Ça, c'est possible aussi, mais sur les marchés financiers, ça va plus être les entreprises, les gouvernements. Donc, 60-40, 60% actions, 40% obligations, c'est l'allocation traditionnelle. OK? Si on ne sait pas trop quoi faire, là, puis qu'on est nouveau, puis qu'on veut juste placer notre argent, puis que ça fasse du rendement, puis que ce ne soit pas trop volatile, puis ben ça, c'est comme une allocation traditionnelle. On va investir 60% de notre argent dans les actions, 40% dans la dette. Tout ça, ça va générer des revenus, ça va générer du rendement, puis la volatilité va être équilibrée, va être traditionnelle. Puis, c'est l'une des répartitions les plus classiques, souvent utilisées par des investisseurs ayant une tolérance au risque modéré. C'est la moyenne. Les actions offrent une croissance à long terme, tandis que les obligations stabilisent le portefeuille. Puis là, quand les actions vont perdre en valeur parce qu'il y a un crash boursier, il peut y avoir à ce moment-là un rééquilibrage qui se fait. Peut-être qu'on va vendre des obligations pour acheter les actions. Puis là, quand les actions vont remonter, ben ça fait partie de notre performance. C'est un peu ça l'avantage d'avoir les deux. C'est que sur le long terme, on va rééquilibrer. Puis là, on peut faire un bon rendement grâce à ça parce qu'on va être capable, à ce moment-là, d'acheter des actions. Étant donné que c'est prévu d'avance qu'on veut faire 60-40, quand les actions vont diminuer, on va automatiquement vendre des obligations pour rééquilibrer ça à 60-40. Parce que si nos actions descendent de beaucoup, de 50%, notre allocation n'est plus 60-40. Donc, pour revenir à 60-40, il faut vendre des obligations, acheter des actions. Et puis là, on le sait, les marchés boursiers, les actions, ça va remonter. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, les actions vont faire 70% de notre allocation. Puis à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va vendre haut, puis on va racheter les obligations. Donc, ça fait en sorte qu'on vend haut, on achète bas, puis c'est un peu ça l'allocation d'actifs, la théorie moderne du portefeuille, donc à garder en tête. Les autres types, là, je vais passer rapidement les autres types d'allocation. Allocation défensive, ça, c'est faible risque. On va avoir seulement 20% d'actions, puis 80% d'obligations. Ça, c'est peut-être vers la fin de notre parcours financier, plus quand on va vouloir des revenus stables, puis qu'on ne voudra pas voir notre valeur nette diminuer de beaucoup dans peu de temps. Donc, on va avoir une allocation défensive. Au contraire, une allocation agressive, ça va être 80% en actions, 20% en obligations. Une allocation équilibrée, ça pourrait être 50% actions, 50% obligations. L'allocation agressive, je dirais, plus quand on est jeune, parce que ça, c'est quelque chose qui peut changer au cours de notre vie. Quand on est jeune, on peut avoir un profil d'investisseur agressif. Et plus qu'on progresse, plus qu'on vieillit, plus qu'on approche de la retraite, on veut peut-être plus une allocation défensive. Tout ça, ça se discute. Il y en a qui disent que tu devrais accumuler tellement que tu devrais tout le temps laisser 100% en action, peu importe. Si tu as tellement d'argent, puis tu peux supporter justement des baisses, mais c'est assez rare qu'on se rend jusque-là. Typiquement, une fois qu'on va avoir accumulé 3 millions, si on veut vivre sur 3 millions, arrêter de travailler, on ne voudra pas que du jour au lendemain, que notre valeur nette tombe à 1,5 million, parce que là, le marché boursier s'est écroulé, puis on a perdu 50% de la valeur de nos placements. On ne veut pas ça, mais c'est ça. Là. Tout revient aussi à la notion de est-ce que tu as ta base financière? Une fois que tu as ta base financière,
Une fois que tu as ton 2-3 millions de base financière, ça, je fais référence donc à l'épisode de podcast, je me rappelle plus quel numéro, mais le flambeur, vous irez écouter ça. Une fois qu'on a ça, peut-être qu'au-delà de notre base financière, où est-ce qu'on a une allocation défensive, peut-être que là, on peut aller 100% après ça avec le reste très agressif. Mais c'est parce qu'on a notre base en réalité. Tu sais, parce que des allocations, là, on peut le voir globalement sur notre valeur nette, mais on peut le voir dans des portions de nos investissements, de notre valeur nette aussi. Moi, je fonctionne comme ça. En tout cas, j'ai mes placements, j'ai une certaine allocation que j'essaie de surveiller. Puis après ça, j'essaie de surveiller globalement l'allocation entre, justement, comme je disais au début, mes placements, mon entreprise, ma résidence principale. OK, ensuite, les autres sortes là, d'allocations, on a parlé équilibré 50-50. Qui est recommandé pour des investisseurs cherchant un équilibre entre risque et placement. Ensuite, le portefeuille à risque minimal, allocation optimisée pour réduire la volatilité en utilisant des actifs faiblement corrélés. Je passe rapidement là, parce que là, on embarque dans le technique. C'est pas tant le but de mon podcast aujourd'hui. Parce qu'il y a toutes sortes de façon de voir les portefeuilles. Les grands investisseurs sont arrivés avec tout plein de recettes qu'on disait qui étaient la meilleure recette pour avoir le meilleur rendement, mais tout ça, évidemment, est basé sur le passé. Puis là, quand on arrive dans le futur, est-ce qu'il y a une nouveauté dans le marché? On dit que l'histoire se répète souvent en investissement, c'est le cas, mais tu sais, il faut voir ça comme que c'est très jeune, là. Toute la période de temps d'investissement, cette théorie-là date des années 50, mais tu sais, les 100 dernières années, là, c'est assez court comme laps de temps quand même pour prévoir ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. C'est très difficile. Mais en ayant une approche quand même défensive, je pense que c'est toujours une bonne idée d'en avoir une dans notre allocation d'actifs. Il faut quand même se faire une idée de ce qu'on veut pour allocation d'actifs. Donc là, j'arrête de parler des allocations d'actifs. On va parler rapidement de gérer vos placements. OK? Quand on va gérer nos placements, on est soit investisseur autonome, soit on va avec un conseiller qui va nous aider, qui va placer l'argent pour nous. Différence numéro 1, ce sont les frais. Avec un conseiller, ça va coûter 1, 2, 3%, probablement 1% qui va au conseiller, probablement un autre 1% qui va au fonds que ce conseiller-là va choisir. Peut-être que le fonds va même prendre 1-2% des actifs sous gestion, mais on va avoir les conseils. On va avoir quelqu'un qui va nous guider à travers tous ces choix-là. Parce que là, si tout ça, ça vous intimide, vous vous dites « My God, moi, je connais rien là-dedans, je veux pas avoir à penser à tout ça, mon allocation d'actifs, la théorie moderne du portefeuille, je comprends rien. » Ben oui, il faut y aller à ce moment-là parce qu'on veut quand même mettre des placements pour notre futur. Donc, il faut y aller avec un conseiller. Puis là, notre conseiller va aller placer ça, va nous accompagner, il va faire un profil d'investisseur. OK? Avant de parler du profil d'investisseur, je vais retourner sur investisseur autonome en disant que, bien moi, depuis 2013, c'est ce que j'ai choisi de faire. Avant 2013, je n'avais pas beaucoup de placements parce que j'ai acheté ma résidence principale et puis là, j'accumulais un peu, oui, via un conseiller financier, mais ce n'était pas des gros montants. Éventuellement, à partir de 2013, j'ai eu des plus grandes rentrées d'argent. Je devais faire des choix entre rembourser mon hypothèque, entre placer. Je voulais quand même profiter du CELI. Je voulais profiter de l'intérêt composé sur le long terme. Donc là, je me suis mis à lire plein de livres et puis je suis tombé sur justement cette théorie-là moderne du portefeuille que j'avais peut-être déjà entendue, mais que là, je me suis mis à regarder ça plus en détail. Et puis à un moment donné, j'ai eu le déclic. Puis j'ai fait « OK ». Je suis capable de le faire moi-même. Je me suis ouvert un compte de courtage en ligne et puis je suis allé acheter des FNB. Les FNB, donc que ce soit prudent, très prudent, équilibré, croissance dynamique, on peut acheter des FNB qui représentent notre profil d'investisseur. Ça peut être une façon de faire. Évidemment, il faut avoir confiance. Il faut avoir les connaissances des comptes CELI, REER, REEE, tous les types de comptes, comment gérer ça pour bien optimiser ça. Ça prend ces connaissances-là de base lorsqu'on va quand même être investisseur autonome parce que le conseiller, lui, va nous orienter là-dedans comme il faut, va nous accompagner à utiliser le bon compte selon nos besoins. C'est certain que, il faut connaître un peu, si on veut aller du côté investisseur autonome, il faut s'informer comme il faut se former, peut-être commencer petit, puis j'irai à ce moment-là avec des fonds indiciels. Ou est-ce que, là, si je reviens aux frais de 2-3% qu'on va avoir avec le conseiller et les fonds dans lesquels il va investir nos placements, avec les FNB indiciels en investisseur autonome, on peut arriver à du
peut-être 0,5% de frais. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai décidé d'éliminer parce que ça m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai eu le déclic, comme j'ai dit, puis j'ai eu confiance d'aller investir par moi-même. Depuis 2013, le rendement que j'ai eu annuellement, quand même pas si pire, je le calcule régulièrement. Là, il faut dire que les marchés sont élevés en ce moment. Je suis à 14% annuellement de rendement depuis 2013. Donc ça, c'est principalement en évitant les frais, puis en investissement quand même assez diversifié, puis en utilisant une allocation d'actifs qui est croissance. Donc là, vous voyez encore, parce que j'ai fait mon profil d'investisseur sur le site de l'AMF, je suis en croissance. Effectivement, j'ai une petite portion, moi, en obligations, et je dirais peut-être 20%, même 10-20% en obligations, 80% en actions. J'utilise buy and hold, j'ai utilisé des FNB, puis après ça, je suis allé chercher des single stocks parce que là, je m'intéressais encore plus, puis je trouvais ça un peu plate, les FNB. Je voulais aller encore plus décider quelle entreprise, mais au final, là, j'ai maintenant un portefeuille de une quarantaine d'entreprises qui revient à avoir un indice. Là, c'est juste que j'ai choisi moi-même les compagnies qui m'intéressaient. Bon, puis je recommande pas nécessairement de faire ça. Évidemment, tout ce que je dis, là, tu sais, moi, je suis un citoyen qui est investisseur autonome, qui partage dans son podcast son expérience, ses connaissances. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, puis je vous recommande d'aller en voir un conseiller financier si vous n'êtes pas à l'aise justement à apprendre par vous-même puis à être investisseur autonome. Bon, on va regarder les profils d'investisseurs, OK, parce que c'est là que je suis rendu dans le podcast par rapport à la théorie moderne du portefeuille. On voit les profils d'investisseurs. Puis là, je ne sais pas si c'est tous les conseillers financiers qui utilisent les mêmes profils d'investisseurs, mais en gros, là, lorsqu'on regarde très prudent, revenu prudent, équilibré, croissance dynamique, OK, ces profils d'investisseurs-là, c'est directement corrélé à des allocations d'actifs. OK? Équilibré, probablement qu'on parle de 60% actions, 40% obligations. Revenu prudent, probablement qu'on est là à 40% actions, 60% obligations. OK? On a plus de dettes que d'actions. Très prudent, on va être probablement dans le 20% actions, 80% obligations. Croissance, on est 80% actions, 20% obligations. Puis croissance dynamique, on va peut-être être ailleurs, peut-être même du 100% actions. Et ça, c'est les profils d'investisseurs. En réalité, votre conseiller financier, quand il va vous poser toutes ces questions-là, puis là, les questions ont rapport avec votre horizon d'investissement. Comme je disais, on peut partir quand on est jeune avec normalement un profil croissance dynamique, croissance, et plus qu'on vieillit, plus qu'on approche de la retraite, on va peut-être changer notre profil d'investisseur pour équilibrer revenu prudent, très prudent. C'est pas obligé. Si on a tellement accumulé puis qu'on a notre base, peut-être qu'on va rester croissance. Si on en a tellement puis qu'on a notre base. Mais typiquement, il y a une règle du pouce par rapport à ça. Il y en a qui disent ton allocation d'obligation pourrait suivre ton âge. Exemple, quelqu'un qui a 40 ans pourrait avoir 40% d'obligations. Quelqu'un qui a 50 ans pourrait avoir 50% d'obligations, etc. Donc ça, c'est une autre règle du pouce qu'on pourrait utiliser pour connaître notre profil d'investisseur. Évidemment, on va répondre quand même aux questions parce que si on a très, très, très peu de connaissances puis qu'on veut vraiment pas prendre de risques puis qu'on a très peur de ça des marchés parce qu'on le connaît pas, parce que ce qu'on connaît pas, souvent, c'est ça qui nous fait peur. Automatiquement, ça, c'est dommage, mais des gens qui ont très, très peu de connaissances puis qui disent à leur conseiller, moi, je veux rien savoir que mes placements perdent en valeur, ben ils vont se retrouver peut-être jeunes à prendre du très prudent. Puis là, évidemment, nos rendements vont subir les conséquences, c'est-à-dire que notre rendement sur le long terme va être moins élevé. Mais là, je pense qu'on est dans un contexte ici dans le podcast où est-ce qu'on veut cheminer vers l'indépendance financière, on comprend l'intérêt composé, on comprend la force des marchés financiers, on comprend aussi qu'il faut diversifier, on comprend qu'on veut la paix financière, qu'on va avoir une partie dans notre résidence principale, on va peut-être après ça partir des projets entrepreneuriaux, que ce soit investir dans l'immobilier, puis ça va augmenter notre patrimoine en s'il vous plaît, versus ne faire que travailler, puis investir, placer notre argent, soit en investisseur autonome,
autonome, soit avec un conseiller financier. Bon, là, je reviens au profil d'investisseur. Pour moi, il y a une corrélation directe entre un profil d'investisseur et la théorie moderne du portefeuille. C'est important de connaître ça. En réalité, je pense, moi, qu'on devrait plus y aller avec l'âge. Plus qu'on est vieux, plus qu'on approche de la retraite, d'y aller vers très prudent. Puis au début de notre vie, on devrait... Mais évidemment, si on place puis qu'on a besoin de l'argent dans quelques années, là, c'est complètement différent, mais ça revient à, lorsqu'on place pour la retraite, c'est correct d'être en croissance dynamique, mais lorsqu'on place pour l'utiliser pour notre mise de fonds dans 2-3 ans, il faut être très prudent. Parce que là, notre horizon, ça revient à quand on va vouloir sortir l'argent pour acheter notre maison, par exemple, ben, on ne veut pas que ça aille fluctuer. Donc là, il faut y aller très prudent, on n'a pas le choix. Notre horizon est très importante. Je vous encourage à aller sur le site de l'Autorité des marchés financiers pour calculer votre profil d'investisseur. Vous allez voir, il y a 12 questions d'investissement envisagées. Ils vont poser des questions par rapport à combien vous avez à investir, votre capacité financière, vos attitudes à prendre des risques. Ils vont poser des questions sur vos connaissances en investissement. Puis à la fin, vous allez avoir un rapport comme ça qui vous explique votre profil d'investisseur. Je vous encourage à aller faire ça. Ensuite, je terminerai avec la performance de mes investissements. Ça, c'est Quicken. Pour ceux qui ont écouté des épisodes dans le passé, vous savez que moi, j'ai fait le suivi de mes finances depuis toujours, pratiquement depuis 2004, dans Quicken. Puis, j'utilise toujours le même fichier et j'ai fait le suivi de mes investissements aussi. Avant 2013, il faut savoir qu'il y avait des très petits montants, là, mais j'avais quand même des investissements placés avec un conseiller financier. À partir de 2013, j'ai placé moi-même. Est-ce que j'ai fait mieux? Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait 14, presque 15% annuellement. Ça, c'est du rendement annuel. Ça veut dire que mon argent placé aurait fait 15%. On appelle ça IRR, Internal Rate of Return, taux de rendement interne. OK, j'ai pas fait seulement 15% depuis le début, mais annuellement, ça l'a fait 15%. Puis là, on voit qu'à chaque année, c'est pas le même rendement. Il y a eu des très bonnes années qui étaient proches de 20%, mon portefeuille. Puis ça, on parle ici juste de mon portefeuille d'investissement. On ne parle pas de la valeur nette. Évidemment que ma résidence principale, les entreprises ont suivi d'autres courbes. Ça, on parle que les placements sur les marchés financiers, donc actions, obligations, actions à dividendes, single stock, FNB, tout ce qui est sur mes plateformes de courtage en ligne. C'est là que je veux calculer mon rendement, ma performance. Je pense qu'on peut s'attendre à ça, un 15% sur les marchés. Là, il faut dire qu'en ce moment, les marchés sont hauts. Évidemment, s'il y a une correction de 20%, par exemple, du marché en général, c'est certain que là, j'aurais plus 15% de rendement sur le long terme parce que où est-ce que sont rendus les placements a un gros impact. Ici, je pourrais noter qu'en 2019-2020, j'ai pris des risques exagérés. J'ai mis des bons montants dans mon CELI dans des entreprises spécifiques, 2 en particulier. Une qui a très bien fonctionné, que j'ai utilisé les fruits pour acheter ma résidence principale, ou en tout cas l'argent qui me manquait pour payer comptant ma résidence principale. Une autre entreprise qui a augmenté, qui a fait un x6 de mon investissement, mais qui, l'année d'après, a beaucoup diminué, donc qui a perdu quasiment toute sa valeur. Donc, vous voyez ici, c'est un peu le résultat que ça l'a donné. Il y a une année que j'ai fait quasiment 80% de rendement sur mes placements grâce à cet investissement-là, mais les années suivantes, ça l'a retombé. Donc, ça se rééquilibre. Le marché, tout ce qui monte doit redescendre. J'ai joué un petit peu avec ça, mais moi, il faut savoir que les FNB, c'est la base. J'ai une base, donc, dans mes REER de fonds indiciels assez importante. Puis après ça, oui, je suis allé m'amuser un peu en 2019-2020. Maintenant, j'ai, c'est ça, une quarantaine d'entreprises. Moi, je fais du buy and hold, je les achète, puis je les vends pratiquement jamais. Dans certains cas, oui, j'ai vendu quand l'allocation d'une entreprise devient trop grande pour mon portefeuille. Je vais décider de rééquilibrer à ce moment-là. Mais normalement, j'achète. Puis c'est des entreprises qui, je crois, vont faire bien sur le long terme. Peut-être qu'il y a une courbe de croissance. Peut-être que la compagnie va croître beaucoup, puis éventuellement va maturer et va se mettre à générer des dividendes, va se mettre à générer des profits parce qu'elle a un avantage compétitif. C'est ce que je recherche dans des entreprises. Mais en gros, je ne porte pas tant attention. J'ai une petite partie de mon portefeuille dans ces entreprises-là, mais en général, je vais vouloir aller plus diversifier avec des FNB, puis choisir une allocation en actions versus en obligations ou peut-être en
une action à dividende. Donc ça, c'est une autre catégorie que j'utilise peut-être pour contrer le fait que les obligations, c'est vrai que ça ne rapporte pas beaucoup. Donc mon portefeuille est peut-être un petit peu à risque. Du jour au lendemain, ça pourrait perdre 20-25%. Il faut voir ça dans l'allocation globale de sa valeur nette. Il faut savoir aussi qu'on a l'entreprise, on a la résidence principale qui garde leur valeur, puis que le portefeuille, c'est peut-être un tiers, peut-être un petit peu plus, peut-être jusqu'à 50% de notre valeur nette, mais à l'intérieur de ça, il y a des choses sécuritaires. Puis bon. Voilà, ma performance, c'est ce que je voulais montrer. Donc la théorie moderne du portefeuille, c'est une façon de penser pour votre indépendance financière, que vous soyez au début de votre parcours, c'est-à-dire si on est l'étape numéro 1 des 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Si on est à l'étape numéro 1, c'est pas si grave, là, l'allocation d'actifs, on est en train de rembourser nos dettes. Ça, c'est pour moi ce qui est le plus important. On veut s'amuser après ça. Pas s'amuser, parce qu'en bout de ligne, l'investissement, ça devrait être boring, ça devrait être plate. Si on s'amuse trop, c'est que là, on va prendre plus de risques que ce qu'on est supposé. Donc, je reviens à, justement, payer les dettes. Moi, c'est une des premières choses que j'ai faites dans la vingtaine. J'ai dit, OK, non, je ne vais pas comme m'endetter pour une voiture, je ne vais plus m'endetter pour la consommation, les voyages, tout ça, parce que je voulais me concentrer sur bâtir mon capital, bâtir ma valeur nette pour mon indépendance financière. Puis ça a fonctionné. Puis éventuellement, aller faire un projet d'investissement actif dans l'entreprise. Donc, que ce soit en immobilier ou dans un reprenariat, ça aussi, pour se concentrer là-dessus. Si on est plein de dettes puis qu'on a beaucoup d'obligations, qu'on a des gros paiements, c'est difficile. Puis là, après ça, qu'on se concentre sur nos loisirs, puis qu'on se concentre sur comment on va dépenser notre argent, là, il ne nous en reste plus après ça pour... puis il ne nous reste plus de temps non plus mental pour développer à côté peut-être de notre 9 à 5, aller plus vite vers l'indépendance financière avec ces choses-là. Lorsqu'on va accumuler notre mise de fonds pour notre maison à l'étape numéro 2, faire notre fonds d'urgence, oui, peut-être que ça va être du très prudent qu'on va aller à ce moment-là parce que ça va être pour l'utilisation de notre fonds d'urgence. On veut qu'il soit toujours accessible. Ça, je voudrais peut-être même le garder dans la colonne à côté ici, là, c'est-à-dire en cash. Hein? Dans un compte épargne à intérêt élevé. Je veux dire, ton cash est garanti par les dépôts, par les banques. Ça ne va pas baisser. Un fonds d'urgence, ça peut très bien aller dans un compte épargne à intérêt élevé. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, oui, si on veut le mettre à très prudent dans les marchés financiers avec un conseiller, oui, ça peut faire des petits un peu le temps qu'on accumule notre mise de fonds, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on achète notre résidence principale, qu'on achète notre maison, puis qu'on tombe à l'étape numéro 4, évidemment, quand on a acheté notre maison, ça va être avec une maison vraiment en dessous de nos moyens pour nous laisser un gros gap dans notre budget pour qu'on ait des plus basses dépenses possibles pour être après ça, être capable d'en envoyer dans nos placements ou vers justement nos projets entrepreneuriaux. Mais là, supposons qu'on y va plus vers les placements. Là, à ce moment-là, si c'est pour la retraite dans nos REER, on va peut-être y aller croissance dynamique selon si on est à l'aise, si on répond bien aux questions, si on y va en investissement autonome versus avec notre conseiller. Donc, à l'étape numéro 4, investir pour l'indépendance financière pour le long terme. Oui, on peut y aller équilibrer aussi, c'est correct, 60-40. Ça va fonctionner, ça va s'équilibrer, ça devrait faire un beau rendement, puis il ne devrait pas avoir trop de volatilité. Croissance dynamique, ça fonctionne aussi si on veut être plus cowboy puis profiter des bonnes années à 30%, comme on dirait en 2024, c'est en train de faire. On approche du 30% de rendement. Dernière chose, depuis 2 semaines, j'ai commencé à faire des midis en direct sur ma page Facebook. Donc, en direct, je réponds à des questions d'indépendance financière et d'hypothèque. J'enregistre ça live, je laisse ça sur ma page Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez me la poser. Je pourrais y répondre, par exemple, directement sur la page Facebook. Ça, j'ai une page sur mon site web. Voilà, c'est les midis en direct. Donc, frédériclacharité.com/midi en direct, indépendance financière, hypothèque. Vous pouvez aller soumettre votre question aussi, me dire votre prénom ou votre nom au complet, dépendamment. Si vous voulez que je dise votre nom complet sur le show, vous mettez votre nom complet. Sinon, vous pouvez y aller juste avec votre prénom. Vous dites la ville aussi pour savoir un peu d'où vous êtes, votre question, votre adresse courriel, puis votre numéro de téléphone. Si vous aimeriez même venir me parler en direct un midi, on pourrait parler de votre question.
Puis moi, évidemment, je laisse ça sur ma page Facebook. Il n'y a pas grand monde qui regarde honnêtement, mais je vous encourage, si ça vous intéresse, les directs en vidéo, d'aller voir ça. Et puis, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est de prendre les midis en direct, puis les envoyer sur le podcast éventuellement. Je ne sais pas si ça pourrait être un bon format qui convient. Ça vous ferait plus d'émissions à écouter de indépendance financière hypothèque. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je me branche, je réponds aux questions, j'arrête la diffusion, ça reste sur ma page Facebook, puis peut-être éventuellement je vais le pousser sur le podcast aussi. Et voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous appréciez l'émission, une chose qui m'aide beaucoup, c'est d'aller mettre les 5 étoiles dans Spotify ou d'aller laisser un commentaire dans Apple Podcast. Donc ça, c'est vraiment apprécié quand vous le faites. Ça va aider plus de gens à trouver l'émission. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.